Vous êtes sur Congo 26 Télévision, c'est la grande édition d'information dont voici le sommaire. La salle de plénière du Palais du Peuple a accueilli ce mardi 5 novembre la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année judiciaire au Conseil d'État. Plusieurs personnalités du pays ont pris part à ces assises officielles dont le chef de l'État et magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Processus de Luanda entre la RDC et le Rwanda, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont lancé ce mardi 5 novembre à Goma le mécanisme ad hoc qui vise le suivi des résolutions sous la médiation angolaise, entre autres la mise en œuvre du désengagement des forces rwandaises et la neutralisation des FDLR en vue du retour effectif de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous aurez plus de détails à ce sujet avec nos correspondants sur place. Et puis à Genève en Suisse, dans le cadre de l'examen périodique universel EPU tenu ce mardi 5 novembre par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, la République démocratique du Congo, partie prenante, a présenté ses avancées dans ce secteur et tenu un échange musclé avec la délégation rwandaise. Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir. Une nouvelle année judiciaire s'ouvre au Conseil d'État. Le go a été donné ce mardi dans la salle de plénière du Palais du Peuple en présence du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et plusieurs personnalités lors d'une cérémonie solennelle. Dans son discours d'ouverture, la première présidente du Conseil d'État s'est attelée sur les mécanismes de contrôle des actes des autorités administratives centrales par le Conseil d'État et en a établi les compétences de l'organe délibérant. Kinshasa abrite les états généraux de la justice dont l'ouverture est prévue pour ce mercredi 6 novembre 2024. On annonce une participation record de 3500 personnes venant de toutes les composantes de la justice, y compris les membres de la société civile et les partenaires. Le ministre de la Justice a fait le point hier lundi devant la presse. Suivez. Et donc, ces états généraux vont connaître la participation des plus de 3500 acteurs qui viennent de toutes les provinces du pays et qui proviennent de toutes les composantes de la justice, à savoir la magistrature, l'huissariat, greffier, la police judiciaire des parquets, les pénitentiaires, les parlements, l'exécutif, les provinces, les entités décentralisées, les entités déconcentrées, bref, et tous les acteurs de la société civile, les ONG des droits de l'homme, des partenaires au développement. Et ces états généraux seront lancés par lui-même, le magistrat suprême, son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo. Il va donner les grandes orientations de ce qu'il attend de ces états généraux, de ces grandes assises historiques, parce que c'est une première pour lui depuis son avènement au pouvoir. Et il viendra également clôturer les 13 novembre pour cristalliser ses recommandations et puis donner la ligne à suivre sur la manière dont la justice devra désormais être distribuée dans notre pays. Voilà de quelle manière méthodique nous avons, nous, souhaité aborder les questions des réformes. Dans le cadre du respect de cessez-le-feu entre les FARDC et les terroristes rwandais du M23, les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda ont lancé ce mardi à Goma le mécanisme ad hoc de vérification. Ce processus vise à garantir la mise en œuvre du désengagement des forces rwandaises et la neutralisation des FDLR en vue du rétablissement de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Wagner Kaikwamba, et son homologue rwandais, Olivier Nungirehe, prennent part à ces travaux avec la participation de facilitateurs angolais. Il y a un communiqué final qui est prévu et attendu pour éclairer l'opinion sur les avancées du processus. Les discussions de cette rencontre se déroulent à huis clos, mais quelle est l'analyse de ce contexte sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo? Notre correspondant à Goma, Primo Pascal Roudaïgua, a interrogé à ce sujet Frédéric Ngulumira, acteur politique local. Toutes les initiatives tendant à relancer ce processus de Luanda
ce sont des bonnes choses que nous devons encourager. Parce qu'en réalité, vous savez que ça fait quelques années que nous sommes en guerre avec le Rwanda qui nous a agressés sur notre propre sol. Et la guerre vient de prendre beaucoup d'États. Les conséquences sont énormes. Nous sommes pendant une période pluvieuse, vous imaginez. Il y a des personnes qui vivent avec handicap dans les cas de déplacés. Il y a des femmes enceintes, il y a des enfants, il y a des vieillards, il y a des personnes vulnérables qui se trouvent dans cette situation-là. Et nous devrions nous battre pour que la paix, la sécurité reviennent le plus tôt que possible. Donc, en toute responsabilité, en homme d'État, je ne peux que soutenir cette relance du processus de Luanda pour que finalement, on voit ici, on va recouvrir la paix. Mais la RDC a beaucoup d'options qu'on peut exploiter, y compris la guerre, l'option militaire. Mais pour l'instant, je crois que la diplomatie et la politique s'avèrent nécessaires et peuvent aider à faire avancer davantage les choses. À Genève, en Suisse, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies tient l'examen périodique universel EPU, permettant à chaque État membre de faire son évaluation de la situation de droits de l'homme. C'est dans ce contexte que ce mardi 5 novembre 2024, la République démocratique du Congo, partie prenante, a présenté ses avancées enregistrées dans ces secteurs. Et voilà qui a occasionné un échange musclé entre la délégation de la RDC et celle du Rwanda lors de cette session de l'EPU. Depuis Genève, suivez l'extrait de cet échange. Et nous ne saurons pas, au vu de toutes les déclarations qui ont été dites ici, présenter les faits sans en déterminer les causes et les origines, parce qu'ici, nous voulons nous assurer que la République démocratique du Congo continue sa marche vers la protection et la promotion des droits de l'homme. Les faits qui ont été allégués tout à l'heure, évidemment, Monsieur le Président, on ne va pas utiliser ces cadres pour nous enfoncer dans la polémique avec la rhétorique mensongère habituelle. Il est connu mondialement que les respects des droits de l'homme n'est pas toujours la question qui est suivie de près du côté du Rwanda. Mais parce qu'on a évoqué des questions d'une extrême gravité, notamment la question des enfants, le gouvernement américain en septembre 2023 a sanctionné justement le gouvernement rwandais pour l'utilisation et les recrutements des enfants soldats dans le cadre du supplétif de M23 qui aujourd'hui il est établi et le pendant qui opère en République démocratique du Congo. Je voudrais vous épargner, Monsieur le Président. I must interrupt because we have a point of order. Please, you have the floor. Vice President. Le Rwanda, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Vice-président. J'aurais tendance à dire que l'examen d'aujourd'hui ne porte pas sur le Rwanda. C'est un examen qui porte sur la RDC et j'aimerais inviter l'orateur à s'abstenir de faire entrer le Rwanda dans cet examen qui se limite à la RDC. La RDC n'a pas de leçon à donner au Rwanda lorsqu'il s'agit de questions portant sur les droits de l'homme. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais vous rappeler à toutes et à tous que le Conseil des droits de l'homme et le processus de l'EPU n'est pas l'instance dans laquelle des questions politiques et territoriales bilatérales doivent être abordées. Il s'agit d'aborder des questions relatives aux droits de l'homme. Monsieur le Vice-président, merci. Les choses auraient tellement été plus simples s'ils avaient leurs troupes sorties du territoire de la République démocratique du Congo. Ceci dit, je veux continuer dans la présentation de faits en espérant que cette fois-ci, nous ne serons pas interrompus pour nous permettre d'avancer. Nous avons il a beaucoup été question des violences, notamment sur les femmes. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les femmes et les enfants sont les principales victimes de ce que nous connaissons. Avec plus de 2 millions des déplacés qui vivent aujourd'hui dans des conditions infrahumaines.
Après la présentation par la République démocratique du Congo de son évaluation sur la situation des droits de l'homme au pays, certains États saluent les efforts de Kinshasa consentis durant ces 4 dernières années et notent que les avancées sont significatives. D'autre part, par contre, ont formulé la demande d'élaborer et d'abolir la peine de mort. De leur nombre, la Suisse qui sollicite le rétablissement du moratoire. Budget annuel 2025, le gouvernement s'engage à atteindre ses projections de 2 milliards de dollars américains. Il compte énormément sur l'inspection générale de finances pour la rationalisation des dépenses publiques et la mobilisation des recettes. Voilà ce qui explique la tenue d'une réunion stratégique entre la première ministre Judith Suminwa Tuluka et le numéro 1 de l'inspection générale de finances lundi à la primature. Suivez Jules Alinguetekei à l'issue de cet entretien. Bon, nous sommes venus voir son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour apporter la contribution de l'inspection générale des finances à l'action gouvernementale dans les volets finances publiques, gestion des établissements et entreprises publiques, ainsi que l'économie nationale en général. Donc nous avions abordé des questions en rapport avec la mobilisation des recettes, la gestion des établissements et entreprises publiques, ainsi que certains problèmes économiques. Bon, nous avions suivi les débats. Nous, en tant qu'Inspection générale des finances, service d'audit placé auprès de l'exécutif, nous avions vu ce que nous devons faire. Qu'est-ce que nous devons mener comme action pour que le budget 2025 puisse être une réussite? Et c'est aussi parmi les préoccupations que nous avions partagées avec l'autorité. Quelle peut être notre contribution à la bonne exécution du budget de l'exercice 2025, aussi bien du volet rationalisation de la dépense publique que mobilisation des recettes. Le 3 novembre 2024 a été marqué au complexe scolaire Cardinal Montsengo, une école privée catholique de Kinshasa, par les élections du nouveau comité des parents en présence de représentants de l'APECO et de l'ANAPECO. Le nouveau comité de parents de l'école est composé de 9 membres. Son président Bellarmin Biamungu a été élu président, secondé par Agathe Ngomba comme vice-présidente. Le nouveau président du comité de parents promet une facilitation entre l'école et les parents d'élèves. Son comité promet de maintenir l'école dans l'excellence. Regardez. En tout cas, c'est une joie, mais ce n'est pas aussi une joie parce que c'est une responsabilité que je dois assumer. Ce n'est pas facile, donc comptez sur nous. Sans en tout cas beaucoup de... Je crois que si vous devez compter sur moi ou sur notre comité ici, vous allez voir que cette fois-ci, nous irons dans les médias, parce que nous sommes des médias. Bien que je sois gestionnaire ou lieutenant de la communauté de l'État, je passe aussi dans les médias pour défendre ce qui ne va pas. Je suis syndicaliste de base. Avant d'être directeur, je suis syndicaliste. Et donc, j'étais enseignant pendant 10 ans. Je connais ce que les enseignants ont dit comme et donc, il y a des choses à pouvoir changer pour que nous puissions aller de l'avant et que cette école reste l'école de référence comme ça fait le cas. Non, premièrement, je suis émerveillée d'abord de occuper ce poste. En venant, je n'avais pas ça dans ma tête. Mais étant donné la situation que je trouvais sur place, il était bien de postuler aussi, faire entendre la voix des parents. Au sein du complexe scolaire Mosengo, c'est vraiment une bonne école, ils forment très bien. Et nous avons trouvé qu'il y a un souci de collaboration entre le parent et la direction. D'où nous sommes dit de mettre notre voix afin de trouver un compromis ensemble. Qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des réunions où nous pouvons trouver un compromis, qu'ils ne puissent pas toujours prendre une décision unilatérale. Ils doivent souvent consulter le comité de parents afin qu'ils donnent aussi leur avis. Et la décision qui émanera du comité de parents viendra bien sûr de parents en général. Kinshasa, les croisements des avenues Éthiopie et Victoire à quelques mètres du rond-point Gambela dans la municipalité de Kassavubu se trouve dans un état de délabrement très avancé et qui enfreint justement la circulation normale des véhicules. La population se plaint de l'indifférence de décideurs politiques. Vieille de 5 ans, cette situation curieusement ne semble pas préoccuper les autorités ayant en charge les infrastructures tant au niveau local, provincial que national. Pourtant, les délabrements de l'avenue Victoire
à n'importe quel tronçon, le cas de son croisement avec Éthiopie, à 2 doigts de la célèbre place portant le même nom, est un handicap sérieux pour la circulation de la partie centre de Kinshasa. Conducteurs des véhicules et autres piétons vivent l'enfer dans ces coins de la commune de Kasavubu. Caniveau bouché, déchets non évacués, en temps de pluie, ce qui inquiète même la population environnante. Nous sommes sur l'avenue Victoire Éthiopie. Nous faisons appel à l'élu qu'on a voté de réhabiliter cette route, car l'état de cette dernière cause des accidents. Nous qui sommes en capitale, lors de la pluie, des caniveaux sont bouchés. Nous vivons ce calvaire. Les autorités doivent en prendre soin. Contactés, les services de l'élu local de Kasavubu ont apaisé les usagers de l'avenue Victoire, indiquant que le processus de réhabilitation est en cours selon la convention signée le 19 septembre dernier avec l'autorité provinciale. Étant élu de la commune de Kasavubu, l'honorable a entamé plusieurs fois les démarches par rapport à l'état des routes dans sa circonscription électorale. Et vous êtes sans ignorer qu'il ne revient pas à un député provincial de réhabiliter les routes. Étant député, ce que nous pouvons faire, je parle en son nom, ce que nous pouvons faire, c'est plutôt d'enregistrer les cas de routes qui sont peut-être en état de délabrement très avancé, voir comment toucher les personnes attitrées. Toutefois, l'urgence s'impose. Le territoire de Fizi vient de s'enrichir d'un nouveau-né dans la dynamique associative. Il s'agit de la Fondation pour le développement et l'appui aux initiatives locales de Fizi Baraka, Fondation DAL, initiée par Albert Lambani Mtsambia, élu de Fizi et directeur de cabinet adjoint du gouvernorat du Sud Kivu. La Fondation DAL a tenu la première réunion de son conseil d'administration élargi au cours duquel le tout premier coordonnateur de programme a été désigné. Cette structure compte œuvrer pour la promotion et du développement intégré du territoire de Fizi et de la ville de Baraka. Alain Magourou pour les détails. Réunis au restaurant Aquarius de la procure du diocèse d'Uvira basé à Bukavu, pour le tout premier conseil d'administration, les membres cofondateurs de la Fondation pour le développement et appui aux initiatives locales de Fizi Baraka ont accordé leur violon et arrondi les angles sur les activités de démarrage. Le dimanche 3 novembre 2024, une date indélébile dans l'histoire de la Fondation DAL, a vécu cette réunion inaugurale du conseil d'administration dont le président M. Eribitamala Jérôme a déroulé la configuration organique et fonctionnelle. C'était avant de présenter les stratagèmes qui consistent à identifier les besoins locaux soulevés par la population, à renforcer les capacités locales et à développer les partenariats stratégiques. Content d'avoir été désigné PCA par ses pairs, il ne s'est pas lassé de jeter des fleurs à l'endroit du fondateur, honorable maître Labani Albert Mtsambia, pour cette initiative salvatrice de Fizi. Cette initiative est l'œuvre de son Excellence, honorable Albert Mtsambia Labani, qui a eu cette vision pour doter à Fizi une fondation qui va nécessairement œuvrer pour le développement socio-économique, notamment de la population. Cette réunion que nous avions convenue aujourd'hui avait justement pour mission de présenter les cadres légaux et les plans d'action futurs de la Fondation. Dans un brainstorming convivial et fort animé, les autres membres du conseil d'administration et autres cofondateurs invités avec voix délibérative ont échangé des points de vue sur les modalités de lancement des activités sur le terrain. Ils ont à l'unanimité adopté un calendrier opérationnel calqué sur les principes humanitaires et ont saisi cette occasion pour désigner le tout premier coordonnateur, le technocrate Kizakalenga Charles, pour un mandat de 5 ans. Les participants ont également cogité sur la clarification par le règlement intérieur de certaines dispositions statutaires clés pour faciliter le bon fonctionnement de la Fondation DAL. Dans son adresse conclusive, l'honorable maître Labani Mtsambia Albert, qui a introduit et présidé cette séance, a surpris également ses interlocuteurs en annonçant une batterie de mesures d'application du processus d'implémentation des activités. Il s'agit de la dotation de matériel et équipements de bureaux, la construction du siège de la Fondation DAL à Fizi, l'existence du site web, la disponibilité des primes rémunératoires des premiers prestataires à recruter en interne et à l'externe, ainsi que le financement des premiers programmes. L'honorable maître Labani Mtsambia Albert, ministre honoraire de l'Intérieur du Sud Kivu, a déclaré sa ferme détermination de s'abstenir de s'ingérer dans la gestion de la Fondation DAL pour lui garantir son impartialité et sa totale indépendance.
Il y a 40 jours déjà mourait Madame Victorine Moussengo, la sœur aînée du professeur Modeste Bahati Lukwebo, occasion pour le deuxième vice-président du Sénat et toute la famille de rendre grâce à Dieu au cours d'une messe dite en mémoire de la défunte à la paroisse Sacré-Cœur à Kinshasa. Un office religieux auquel ont pris part plusieurs personnalités, tant politiques que militaires, venues en soutien moral aux familles Bahati et Moussengo. Reportage. Chant l'honneur du Seigneur et action des grâces ont caractérisé cette messe dite en mémoire de maman Victorine Moussengo, que l'Éternel Dieu a rappelé dans sa félicité il y a 40 jours de cela. Grande sœur, mère, tante pour certains, fille et grand-mère pour d'autres, famille, amis et connaissances, tous ont pris part à cet office religieux, avec dans la tête les souvenirs de la défunte. Voilà qui a motivé cette liturgie du jour. C'est à quoi il t'aimait, et que je ne veux plus appeler sa main, même si elle n'est plus là physiquement avec nous, avec vous. Puissiez prendre la cœur et continuer à critiquer, prendre la cœur et continuer à promouvoir. Coup dur pour le professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui a perdu sa sœur. Un événement qui l'a certes rendu inconsolable et abattu. Une réalité inattendue, mais avec espoir de la revoir dans le royaume des cieux. Partageant la douleur, son collègue Samaloukonde, président du Sénat, quelques membres du bureau de la Chambre haute et basse du Parlement, quelques députés tant nationaux que provinciaux, officiers militaires et d'autres personnalités, tous étaient aux côtés du deuxième vice-président du Sénat pendant cette messe. Une circonstance qui a permis à la famille de reconnaître la perte d'une de ses perles rares, mais rend grâce à Dieu qui décide de toute existence sur terre. Et elle, maman Victorine, comme nous l'avons entendu, a toujours prêché la paix. Aînée de famille, elle s'est occupée de ses frères et de ses sœurs, comme l'a voulu leur mère, et à son décès, elle avait été intronisée comme chef de famille. Le rassemblement de ce soir est à la fois douloureux et plein de gratitude parce qu'il nous permet de nous souvenir de la richesse qu'elle a apportée dans nos vies. Son amour inconditionnel et sa sagesse ont façonné ce que chacun de nous est devenu aujourd'hui. Victorine Moussengo a laissé des empreintes indélébiles et un héritage ineffaçable dans la mémoire collective. Et c'était l'aînée. Elle incarnait donc la famille, la grande famille Moussengo. Je crois que c'est un exemple à suivre. Une femme pieuse, rigoureuse, mais une femme qui a laissé des valeurs. Victorine Moussengo s'en est allée. Ainsi, son chapitre sur la terre des humains est tourné. Un bain de consolation a sanctionné cette journée du vendredi 1er novembre dédiée en sa mémoire à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe dans la capitale Kinshasa. Tous les premiers mardis du mois de novembre, chaque 4 ans, les Américains se rendent traditionnellement aux urnes. Ce mardi 5 novembre 2024 n'échappe pas à la coutume. Plus de 240 millions d'électeurs américains sont appelés aux urnes pour départager le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris dans un duel présidentiel serré pimenté par une campagne électorale sans précédent dans l'histoire du pays. Comme en 2020, face à l'actuel locataire de la Maison-Blanche, le candidat républicain Donald Trump, présenté en perte de vitesse dans les derniers sondages serrés, promet de contester les résultats des élections en cas d'échec. En face du baron de l'immobilier, une Kamala Harris déterminée à obtenir les clés du bureau ovale, ajoutant ainsi sa légende, première femme à accéder à la plus haute fonction des États-Unis d'Amérique. Nous reviendrons avec le résultat de cette présidentielle dans nos prochaines éditions. En sport, pour finir, le sélectionneur de l'équipe junior de la République démocratique du Congo, Guy Bukasa, a rendu public une liste de 30 joueurs pour un stage en Arabie Saoudite où ils vont jouer 2 matchs amicaux face à la sélection soudanaise U20. Cette fois-ci, le sélectionneur congolais U20 a inclus les joueurs du tout-puissant Mazembe Anglebert et ceux évoluant en Europe qui autrefois étaient absents. Les 2 rencontres amicales vont se dérouler entre le 16 et le 19 novembre 2024 dans la ville de Jeddah pour préparer la CAN U20 qui va se jouer l'année prochaine, soit en 2025.
C'est avec cette note sportive que nous mettons un point final à ce journal. Revoici ses principaux titres. La salle de plénière du Palais du Peuple a accueilli ce mardi 5 novembre 2024 la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année judiciaire au Conseil d'État. Plusieurs personnalités du pays ont pris part à ces assises officielles, dont le chef de l'État et magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Processus de Luanda entre la RDC et le Rwanda, les ministres des Affaires étrangères de deux pays ont lancé ce mardi 5 novembre 2024 à Goma le mécanisme ad hoc qui vise le suivi des résolutions sous la médiation angolaise, entre autres la mise en œuvre du désengagement des forces rwandaises et la neutralisation des FDLR en vue du retour effectif de la paix dans l'est de la RDC. Vous avez suivi plus de détails à ces sujets avec nos correspondants sur place. Et puis à Genève en Suisse, dans le cadre de l'examen périodique universel EPU tenu ce mardi 5 novembre par le Conseil de droits de l'homme des Nations Unies, la République démocratique du Congo, partie prenante, a présenté ses avancées dans ce secteur et a tenu un échange musclé avec la délégation rwandaise. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Nous sommes la chaîne de l'unité nationale Congo 26 Télévision. Je vous retrouve très bientôt. Bonsoir.